je vais me focaliser sur ce que j'appelais des histoires de honte. Donc je vais vous parler de la honte. Donc ça s'intitule Histoire de honte. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. Alors pour que la mémoire des traumatismes ne se rejoue pas invisiblement, pour qu'elle ne devienne pas post-mémoire, c'est-à-dire une mémoire qui est intériorisée par les descendants des sujets directement affectés par les traumas, il importe que cette mémoire soit formulée. Or, beaucoup des acteurs de la guerre d'Algérie, on sait qu'ils aient été combattants ou simples civils, ont été, à l'instar des animaux malades de la peste, peu ou prou frappés par un conflit qui a été à la fois long, violent et fratricide, mais leurs traumas, leurs maux, leurs terreurs ont rarement été dits. Lorsqu'ils l'ont été, tardivement, et je pense notamment aux révélations en 2001 de Louisette Hirilazi sur les sévices sexuels qu'elle avait subis, ou aux révélations symétriques de Henri Pouillot, qui date également de 2001, qui était lui un exécutant tourmenté de la Villa Susini. Quand donc ces traumas ont été dits, cela a été sur le mode d'un aveu et sur le mode de l'aveu d'une honte intime, d'une indignité personnelle. C'est cette collusion donc de la honte et du silence que Bernard Sig rend manifeste lorsqu'il publie en 1989 le premier ouvrage qui est consacré par un psychanalyste au traumatisme de la guerre, sous l'intitulé « Le silence et la honte, névrose de la guerre d'Algérie ». Non que le silence et la honte aient été son lot personnel, mais plutôt qu'il ait fait le choix de se situer résolument à contre-silence. Comme pacifiste, comme anticolonialiste d'abord, devenu déserteur en 1961, parce qu'il ne voulait pas mettre ses compétences de médecin aspirant au service des tortionnaires de l'armée, mais également comme psychanalyste et comme vice-président d'une association d'anciens combattants, la RAC, qui conçoit un ouvrage à partir des récits qu'il a pu collecter dans le cadre d'un appel à témoignages. Or, Serge Tisseron, dans La honte, psychanalyse d'un lien social, a souligné combien la honte est rarement évoquée par les psychanalystes eux-mêmes, comme si, moins que la culpabilité, la honte était digne de retenir l'attention. Les hontes, au cours de ce conflit, ont été multiples. On pourrait mentionner les hontes de celles et ceux qui, pour parler avec Assia Djebar, ont subi la France, mais aussi des silences asphyxiés de celles et de ceux qui ont été témoins d'exactions, comme du sentiment d'avilissement de celles et ceux qui les ont accomplis ou croient s'en être rendus complices. Ce sont ces dernières hontes, ces hontes de combattants, appelés ou militaires de carrière, telles que les donnent à lire quelques fictions françaises, et pas l'ensemble évidemment de la littérature de langue française, postérieure à ce conflit, que j'évoquerai ici. Car ces hontes traumatiques n'ont guère trouvé d'écho ni de lieu d'accueil. Dans un article consacré à la dernière génération du feu, Raphaël Branche rappelle après Daniel Zimmermann, alors Daniel Zimmermann c'est l'auteur en 1961 de 80 exercices en zone interdite, qui est un recueil de récits très brefs qui ont cherché à mettre en mots l'abjection. Donc Raphaël Branche rappelle les principales raisons de ce désintérêt. Une guerre qui n'en est officiellement pas une, vous le savez, et que les générations antérieures n'abordent pas avec le sérieux qui est accordé aux deux conflits mondiaux qui l'ont précédée. Ce n'est ni la Première ni la Seconde Guerre mondiale, elle est moins sérieuse, elle est moins importante. Une guerre évidemment qui est perdue, et par suite, a posteriori, injustifiée, qui ne mériterait pas que l'on s'y attarde, ou bien que l'on en célèbre les soldats. Il fallut attendre décembre 1974 pour qu'une loi définisse le statut même d'ancien combattant. Les indignités alors semblent se redoubler. Indignité d'une guerre qui n'en est pas une, indignité honteuse des acteurs, indignité d'un traumatisme de second rang. Les silences, parallèlement, se superposent. Silence orchestré par les autorités, auxquels contribuent des décrets d'amnistie successifs jusqu'en 1968, silence des acteurs, silence des professionnels de la psyché qui ne se penchent pas sur la spécificité du conflit avant la fin des années 1980. Sur le silence des acteurs, Daniel Zimmermann apporte un éclairage décisif, je le cite. Si nous nous sommes peu exprimés sur ce que nous avons vécu, c'est peut-être moins dû au sentiment de notre indignité que d'une part parce qu'on n'a pas voulu que nous parlions, et que d'autre part, lorsque nous avons essayé de parler,
on a étouffé, censuré nos voix. On, l'opinion publique en général, qui ne voulait pas savoir ce qui se commettait en son nom, mais également notre propre entourage. Plusieurs anciens d'Algérie m'ont dit avoir une expérience similaire à la mienne. Famille, amis, voire camarades politiques ou syndicaux fuyaient toute évocation de souvenirs, ou bien y coupaient court. À cela, je ne vois qu'une explication. Nos proches redoutaient que nous ayons été acteurs ou complices d'exactions, et comme ils tenaient à nous conserver leur estime, de fait, ils nous obligeaient à nous taire. Le silence des acteurs, ce serait ainsi un silence, sinon fabriqué, du moins né à la congruence d'une parole ténue et d'une écoute esquivée. Que ce soit donc la honte qui silencie, ou le silence forcé qui rende honteux, le silence et la honte semblent les deux bras d'une terrible paire étrangleuse. Et de fait, la mort s'ensuit souvent. René Nicolas Henny, qui est un ancien appelé en Algérie, y insiste dans une fiction qu'il a publiée en 2002 et qui s'intitule « Algérie roman ». Je cite. « Ils l'ont tous fait, j'en suis témoin, les appelés. Ils ont parlé de leur peine à une corde avant de se pendre. Ils en ont parlé à leur pistolet. Ils en ont parlé à leur cancer. Car toute une vie à pas se la raconter, sous prétexte que « quelle horreur, ça se raconte pas », voici qui peut conduire à la mort. Alors parfois certains, comme le personnage de Février dans le roman de Laurent Mauvigné qui s'intitule « Des hommes », qui est paru en 2009, sont pris par l'envie de revoir des copains, qui est aussi une envie de dire tout ce qui, à force de croupir en eux, devient insupportable, l'envie de crever l'abcès. Mais là encore, l'attente est déçue. La vérité, note Mauvigné, c'est que le passé, on n'en parle pas. Il faut continuer, reprendre, ne pas avancer, ne pas remuer. Il n'est pas le plus mal placé, évidemment, pour savoir ce dont il est question, puisque son père, revenu de 28 mois sous les drapeaux en Algérie, avec des clichés aux allures de photos de vacances, avec son silence et avec le souvenir traumatique d'une femme enceinte qui a été piétinée par des soldats, s'est suicidé plus de 20 ans après sa démobilisation. Reste que se tuer n'est pas, comme le prétend Henny ironiquement, alors que lui-même tente d'en écrire, la seule façon de dire l'Algérie. En effet, souligne Zimmermann, et c'est la preuve que notre génération ne s'est pas repliée dans le mutisme, comme on le dit un peu vite, il existe d'innombrables documents, récits, romans, œuvres d'anciens d'Algérie. Car ce dont il n'était pas possible de parler n'était pas indicible, comme on l'a trop souvent répété, mais était réputé tel, comme pour ôter la responsabilité du récit aux sujets parlants et écoutants, et déplacer cette responsabilité sur les objets mêmes de ces récits supposés impossibles. Un tel tour de passe-passe permettait de s'exonérer d'examiner les conditions de possibilité sociopolitique d'une parole partageable, au motif consensuel d'un innommable conçu comme une limite infranchissable du discours et de la pensée. Il n'est plus nécessaire de s'émouvoir que la multitude des documents publiés, dont les 2130 titres répertoriés par Benjamin Stora en 1996 donnent une petite mesure. Donc il n'est plus nécessaire de s'émouvoir que ces documents publiés n'aient été ni vus, ni lus, ni reçus, et qu'ils aient peiné à trouver des relais auprès du public. Il suffit de s'abriter derrière un impossible indiscuté. Que des auteurs contemporains des faits, qu'ils en aient été acteurs ou témoins et pris le parti de la fiction, soit en première instance, je pense à Henny, je pense à Pierre Guyota, je pense à Franck Venaille, soit après avoir tenté de faire entendre leurs témoignages, ne devraient pas alors surprendre. C'est le cas de Zimmermann, qui a voulu, 30 ans plus tard, donner une suite littéraire à ses 80 exercices en zone interdite publiés en 1961, avec Nouvelles de la zone interdite qui paraît en 1992. C'est également le cas de Georges Mattei, un rappelé, qui, après avoir signé 2 articles dans Les Temps modernes et dans Esprit en 1957 et en 1958, après s'être engagé aux côtés de Henri Curiel dans un réseau de soutien au FLN, s'attelle à l'écriture de 4 pièces de théâtre et de 2 romans, dans la quête utopique, pourrait-on penser, mais de paroles qui soient des actes. Les auteurs de seconde génération font de même. Et ce alors qu'il n'est pas rare qu'ils aient été au contact de cette histoire, soit par la médiation d'un ascendant, comme Mauvigné, soit au travers de témoins historiques, comme Jérôme Ferrari, qui dédie son roman « Où j'ai laissé mon âme » à Jean-Yves Templon,
Jean-Yves Templon, qui est un ex-séminariste, ancien de la classe 57-2B, appelé en Kabylie entre août 58 et mars 1960, et qui fait partie des témoins qui ont été filmés par Patrick Rothman dans L'ennemi intime, donc en 2002. Difficile à dire, la honte le serait moins à écrire. Et la charge serait moins lourde encore pour qui serait prêt à renoncer au témoignage que l'on qualifie volontiers de brut. Et il me semble que brut peut être entendu de deux manières, à la fois au sens évidemment de non apprêté, inaltéré, et évidemment de brutal et de sauvage, non polissé. Donc cette charge serait moins lourde si l'on renonçait au témoignage simple, brut, pour s'adonner à la fable. Rare encore dans les récits, relève Sigg, la honte se cache moins dans les romans. Que la littérature soit seule à oser briser avec fracas le silence sacré de la honte, faut-il attribuer à ce que les romans sont moins directement adressés que les récits, ou plutôt à ce que leur puissance stylistique et la jouissance qu'elle procure octroient un surcroît de force aux auteurs, ou encore à ce que la fiction officie comme un voile et comme un filtre protecteur. On songe bien entendu à l'avertissement d'usage, toute ressemblance avec des personnes, situations existantes, etc., qui vaut surtout protection juridique, qui n'abuse personne, quand il ne renforce pas, au contraire, les effets de réel, sinon de vérité. Balzac écrivait déjà en ouverture du Père Goriot « All is true ». Restent donc des hontes et des œuvres où quelque chose se révèle qui aurait dû demeurer caché, y compris pour soi. La honte a donc à voir avec la divulgation, mais avec une divulgation qui, au lieu d'héroïser, diminue, amoindrit et affaiblit. Au contraire des honteux, les combattants éhontés sont ceux qui se targuent de leurs faits d'armes, ceux qui paradent à côté des cadavres, comme dans La gloire du vaurien d'Hénie, où on voit des personnages qui font les malins, finalement, à côté de personnes qui viennent d'être exécutées, ou comme on le voit également sur des clichés qui ont été examinés par Claire Moscopo, lorsque des prisonniers de la ferme amasiane sont montrés décharnés et pointés, notamment le sexe de l'un d'entre eux, avec un bâton. Il est alors patent que la honte relève moins de la nature des actes en cause que de la manière dont les agents ou les témoins de ces actes les perçoivent et se positionnent évidemment par rapport à eux. De sorte que les combattants ne sont pas nécessairement condamnés soit à la honte, soit à la gloriole éhontée. Ils peuvent aussi choisir de se soustraire à cette double menace aliénante en refusant de jouer le jeu de la guerre coloniale. C'est ce que firent les soldats du refus, qui ont été étudiés par Tramor-Kemner, qu'ils aient opté pour l'insoumission, pour la désertion ou pour le refus d'obéissance. La déclaration sur le droit à l'insoumission dans la guerre d'Algérie, qui est plus connue sous le nom de Manifeste des 121, à l'automne 1960, explicite et soutient ce droit de retrait. Je cite : « Qu'est-ce que le civisme lorsque, dans certaines circonstances, il devient soumission honteuse ? N'y a-t-il pas des cas où le refus est un devoir sacré, où la trahison signifie le respect courageux du vrai ? Mais ceux qui, comme le sous-lieutenant catholique Jean Lemeur, veulent en rester sur le plan d'une protestation absolue sont évidemment très minoritaires. » Tramor-Kemner évoque le chiffre de 12 000 réfractaires, soit environ 1% des soldats, chiffre dont il rappelle qu'il est comparable à ceux d'autres conflits comme la guerre du Vietnam. Le personnage de Nonos, personnage de déserteur que campe Georges Mattei dans la guerre des Gus, expose clairement les termes de l'alternative. Je cite Mattei. « Cette année-là, ce fut le rappel des disponibles. Je ne savais pas vraiment ce qui m'attendait ici. Je ne voulais pas y aller, puis c'est marre. Dès mon arrivée, j'ai été précipitée dans un vrai cauchemar. J'ai découvert qu'on torturait dans mon unité. Ça m'a foutu en l'air. J'étais naïf. Je croyais qu'il n'y avait que les nazis, les staliniens, les dictateurs folkloriques d'Amérique latine pour faire des saloperies pareilles. La torture, ça m'a complètement coupée de ma propre communauté. Les exactions, les massacres de civils baptisés rebelles, les villages détruits au mortier et cramés au napalm, c'était pas supportable. Je devenais fou. Je ne savais pas comment me tirer de ce manège. Dans l'armée française, un général choqué par ce genre de guerre peut donner sa démission. Un soldat, pour se sortir de là, n'a le choix qu'entre déserter et se pendre. J'ai déserté. Ce que manifeste ainsi Nonos, au-delà d'une catastrophe personnelle, c'est un effondrement des valeurs patriotiques, une honte nationale et historique. Dans mon enfance, poursuit-il, j'ai été élevé dans l'admiration de ceux qui luttaient contre les nazis dans la France occupée, ceux qu'on appelait les résistants. Ici, je sais à présent de quel côté se trouvent les résistants. Cette indignité générationnelle, qui ne permet pas de se tenir à la hauteur des aînés,
vient comme redoubler l'indignité personnelle. Et quand ce sont les mêmes qui sont confrontés aux deux périodes, celle héroïque, glorieuse de la résistance armée à l'occupant nazi, et celle dégradante, sale, d'opérations dites de pacification, ils ne s'en remettent pas. C'est le cas du capitaine de Gorse dans « Où j'ai laissé mon âme » de Jérôme Ferrari. Mais la honte de ce chrétien militaire est plus profonde encore. Elle relève d'un irréparable, d'une chute définitive, d'une expérience de la déréliction. Plus d'espoir ni d'absolution. Il a perdu son âme. Les scrupules, les élégances dérisoires, la bigoterie, les remords, la pureté ne peuvent rien contre la faute d'être un homme, et d'avoir vu surgir de soi quelque chose de hideux qui n'est pas humain, qui est pourtant l'essence de l'homme, sa vérité profonde, que rien ne lui permettra désormais d'ignorer. On le voit dans les fictions, la honte a rarement une cause explicitement situable, ou alors elle en a trop. Elle ne semble pas naître d'une expérience unique, provoquée par un choc singulier. Bien sûr, les exactions énumérées par Mattei, tortures, les massacres de civils, les destructions de villages, ne sont pas étrangères à la survenue de la honte, mais leur addition même contribue à rendre les responsabilités inassignables. Certes, il en est pour se reprocher, comme chez Hénie, d'avoir tourné la magnéto. Le plus souvent, toutefois, le pronom démonstratif tient lieu de raisons suffisantes. Au « ça se raconte pas » d'Algérie roman font écho les multiples « ça » des hommes. Est-ce qu'on se souvient de ça? Au retour, on ne peut pas encore accepter d'avoir vraiment vu ça. Pas des hommes qui font ça. Comment il a fallu vivre ça aussi? Je ne fais que repenser à ça. Je me souviens de tout ça. Moi, je l'ai vu, ça. Ces ça égrenés semblent comme tirés d'un sac immensément profond, inépuisable. Ils donnent consistance provisoire, contour et forme linguistique à ce qui, faute d'en avoir, envahit tout. La question inévitablement affleure, et elle est formulée dans Cavalier-Cheval de Franck Venaille. Qu'ont-ils fait qui les empêche de regarder les miroirs en face? Elle ne peut que demeurer ouverte. Non qu'elle soit sans objet, mais que son ou ces objets soient flottants, toujours insuffisants, provisoires, ou témoignent d'un épanchement du rêve ou du fantasme dans la vie réelle. Venaille l'indique, c'est d'avoir vécu, rêvé, souffert, et il écrit ceci sans virgule, qu'il est malade. Et Pierre Guyotat insiste, ce qu'il y a dans Tombeau, il parle de Tombeau pour 500 000 soldats, une grande fresque épique, publiée en 67, ce n'est pas forcément ce que j'ai vu, mais ce que j'ai rêvé étant là-bas. Cette porosité de l'imaginaire et du réel, du fantasme et de la vie, affecte au premier chef, il est vrai, les poètes et les romanciers. Je ne sais faire que cela, note Venaille, créer de l'écriture à partir du vécu transformé, du fantasmé, du non-dit, du hurlé dans la nuit, de l'imaginaire. Mais elle se constate aussi parmi les appelés. Dans une nouvelle intitulée « Œil pour œil », Daniel Zimmerman montre un cuirassier tellement bouleversé par la vision onirique de la sodomie et de l'émasculation infligée à un camarade brigadier qu'à son réveil, il se livre lui-même à l'émasculation réelle des cadavres de deux ennemis. La honte semble dès lors moins attachée aux objets susceptibles de la déclencher qu'aux sujets qu'elle affecte. Sur ce point aussi, la honte n'a que peu à voir avec la culpabilité. Car il ne suffit pas que le coupable puisse se glorifier de son crime et que le honteux ne soit pas toujours un coupable. Importe surtout, comme l'établit Ruven-Ogienne, que dans la culpabilité, nous voyons comme l'auteur d'une action défectueuse et dans la honte comme une personne défectueuse. Dans la culpabilité, formule autrement Tisseron, nous sommes punis pour une action effectuée ou seulement désirée. Dans la honte, pour une particularité de notre être même. De ce point de vue, la honte est toujours, comme le formule le capitaine de Gorse dans « Où j'ai laissé mon âme », la honte d'être soi-même. La honte est un émoi narcissique qui place le sujet en désaccord avec son idéal du moi. Seul un petit séminariste fraîchement débarqué en Algérie peut croire qu'il parviendra à ne pas se salir les mains et à se tenir à l'abri du péché. Il est affecté à la prise de notes pendant les interrogatoires des suspects. Comme le fait apparaître le romancier Alexis Génie, qui est donc ici, dans L'arme française de la guerre, la partition entre ceux qui ne veulent pas le faire et les autres est illusoire. Même ceux qui ne le font pas seront salis.
Les variations dans les degrés d'implication, qui avait fait plus ou moins, qui n'avait fait que voir ou qu'entendre comme les autres, modifient la culpabilité. Elle ne décide pas de la honte. Ici, c'est un soldat qui assiste au viol d'une vieille femme par un sous-officier. Là, un séminariste qui se dit hanté par les scènes auxquelles il a assisté parce que témoin passif. Ailleurs, des petits Français purs comme des Peggy qui laissent assassiner 3 bergers sur les Assassinats. Mais il peut arriver que le sujet de la honte n'ait pas même l'occasion d'intervenir et devienne, sans le savoir, le complice d'un crime, qui lui sera évidemment à jamais impossible d'expier. Que De Gors n'ait ni participé ni assisté à l'exécution d'un chef de l'ALN qu'il avait contribué à interroger et auquel il avait souhaité que soient présentées les armes ne l'absout absolument pas de sa mort. Il est impliqué dans une guerre et il ne saurait se tenir quitte de ce qui s'y joue. Tout comme le colonialisme, la guerre fonctionne à la manière d'un système. Ces pires crimes, Alexis Génie le fait dire à Paul Tedjen, découlent de l'anonymat et de l'irresponsabilité. Sieg le souligne également. Chacun a su ce que faisait en son nom l'armée à laquelle il appartenait volontairement ou non. Il s'en est donc trouvé lui aussi affecté. De sorte que selon Mattei, à moins de trahir, tous sont par elle compromis, tous sont mouillés, même ceux qui ne reviendront pas, même ceux qui reviendront couverts de sang. À ceci s'ajoute le fait que la honte est d'emblée et toujours un sentiment social. Ce n'est pas ce qui est criminel qui coûte le plus à dire, relevait Rousseau dans le premier livre des Confessions, c'est ce qui est ridicule et honteux. La crainte de la divulgation l'emportant sur la crainte de la faute, la honte peut être éprouvée à la place d'un autre, dans une espèce de confusion des personnes où on ne sait plus ce qui relève de soi et ce qui relève de l'autre. Quant aux spectateurs de la honte, il n'a selon Tisseron d'autre choix qu'entre s'identifier au tiers honnisseur ou bien se laisser gagner par la honte de l'autre. Aussi partagée et contagieuse soit-elle, la honte est donc moins relative à des objets qu'à un sujet dont la perception de soi vacille. Pour Hénie, la rupture a lieu le jour où il a le sentiment de s'être dégonflé. Il note que c'est le jour de son autodissolution, c'est la date de son autodissolution. Car si l'on peut s'arranger avec la culpabilité, lui trouver des circonstances atténuantes, des limites gratifiantes, des justifications bavardes, la honte est sans modulation et sans bord. Dans la honte, souligne Tisseron, c'est l'individu tout entier qui est frappé, à travers l'estime de soi-même. Et parce que cette estime a un rapport privilégié avec le corps et l'identité, il envisage de disparaître totalement. La honte est littéralement désintégrante. En effet, Lévinas l'a souligné, dans la honte, le sujet est soumis à des mouvements contradictoires. Une propension à se désolidariser de la part diminuée de soi dont les motifs échappent, d'une part, et d'autre part, une présence irrémissible à soi, une incapacité à se fuir qui oblige à revendiquer la responsabilité de soi-même. L'autre que je est devenu fait corps avec lui. Le drame du sujet est de se deviner divisé, déchiré, donc dans une position qui est littéralement intenable. L'homme honteux est en guerre permanente contre lui-même. Car au contraire de la culpabilité, qui peut éventuellement se racheter, cette dissolution de l'être n'ouvre pas de possibilité de réparation. La désintégration psychique qu'elle porte est sans appel et elle entraîne une marginalisation sociale. La honte est donc une émotion qui me paraît éminemment paradoxale. A priori, moins terrible que la culpabilité, puisqu'elle n'engage pas en fait, d'acte contre autrui, elle s'avère plus destructrice puisque irrémédiable. Sentiment social, elle tente à couper les honteux de sa communauté, car si elle se propage, elle ne se partage pas. Indifférents ou opposés à la guerre, nombre de jeunes Français envoyés pacifier l'Algérie ont dû ainsi se découvrir capables, chacun à part soi, d'actes ou de pulsions ignominieuses qui ont suffi à entraîner le dégoût d'eux-mêmes. Ce qu'ils n'imaginaient pas qu'ils pourraient faire, être ou penser, voici avec quoi il leur faut composer. Je suis un sale type, des cailloux sortent de ma bouche, d'ailleurs il y a de l'infâme en moi, martèle Venaille. L'unité est définitivement perdue. Le présent de l'énonciation engage l'avenir. L'avoir de l'infamie a eu raison de l'être du sujet qui en sort irrémédiablement sali. La transsubstantiation semble monstrueuse.
Le sujet honteux ne se reconnaît plus. Je vais mal, je suis ma propre doublure, déplore Venaille. La rupture créée dans la continuité du sujet le laisse troublé, privé de repères spatiaux et temporels, sans mémoire et sans avenir. Comment ne douterait-il pas de l'amour de celles et ceux, épouses, enfants, proches, réputés le connaître? Que deviendrait leur attachement s'ils pouvaient entrevoir, ne serait-ce qu'une seconde, l'homme qu'il est réellement et qui s'est ingénié à leur dissimuler en se le dissimulant à lui-même, préférant donc vivre dans la peur et le silence plutôt que de se risquer à affronter la fragilité de leur amour. Et c'est ce que susurre le lieutenant Andréani, le bourreau de Tahar, au capitaine de Gors chez Ferrari. La vie est sauve, certes, mais elle semble relever du reste, de la dépouille, puisque ce que plusieurs auteurs, Génie, Ferrari, appellent l'âme échappe. Aucun chemin ne s'élève plus jusqu'à la beauté infinie. Alors il faudrait être capable de ne pas accepter ces choses, de vivre dans un déchirement maintenu. Rien ne servirait de prétendre s'abriter derrière la médiocrité de la condition humaine, trop humaine, de s'autoriser de ses limites. Nous sommes des hommes ne justifient rien, comme le relève le capitaine de Gors dans un commentaire silencieux transcrit entre parenthèses dans le texte et en italique. Nous sommes des hommes, c'est la faute, non l'excuse, la faute. Il serait tout aussi vain de tenter d'imputer l'indignité à un au-dehors de la condition humaine, de l'associer à une barbarie ou à une monstruosité qui ne l'engagerait pas. C'est l'une des forces du roman de Mauvigné des hommes que de rendre sensibles les étapes d'un constat terrible, qui fait passer d'une indignation révulsée « Quels sont les hommes qui peuvent faire ça ?» au déni de responsabilité, pas des hommes qui font ça, pour finir par l'inévitable une conclusion. Et pourtant, des hommes. Car ce serait ajouter de la honte à la honte, comme le fait apparaître Génie, que de nier cette communauté humaine, toute honteuse soit-elle. Simplifier, opposer eux et nous, la viande adverse et les camarades, ce serait pire encore que la torture, selon le parachutiste Salagnon, un véritable manquement à l'humanité. L'appartenance à la famille humaine accentue donc le traumatisme plus qu'elle ne l'apaise. La honte qui affecte le sujet le déborde. Ce que j'ai appris ici des hommes, c'est cela dont j'ai peur, s'émeut Venaille. Mais cet apprentissage terrible n'instruit pas, il n'édifie pas, il ne rend pas plus fort, telles les épreuves dont devait triompher le héros épique. Il scinde, il clive, il laisse démuni face à la honte d'être un homme formulé par Deleuze après Primo Levi. Le constat est implacable et il doit être regardé fixement. L'Algérie coûte cher en honneur perdu, en dissolution de l'être, en pitié qui est au beau paysage de France. Si les histoires de honte n'en ont pas raison, et je conclurai là-dessus, les mises en récit qu'elles proposent permettent de prendre la mesure d'un immense naufrage, et pourtant des hommes. Je vous remercie.